L'anime commence en introduisant Shun Azanaga, un lycéen fasciné par les cristaux. Son amour pour ces pierres étincelantes n'est pas un hasard, sa mère était archéologue, et son père travaille comme chercheur dans une entreprise prestigieuse. Chaque matin avant l'école, Shun s'arrête dans une boutique de cristaux pour discuter avec le propriétaire des merveilles de ces pierres. Même à l'école, il ne peut s'empêcher d'y penser, et sa fascination le distrait souvent de ses études. Shun est convaincu que les cristaux détiennent la clé d'un autre monde, et parfois, il rêve de s'évader dans cet endroit magique. Un soir, Shun et sa mère attendent que son père rentre à la maison pour célébrer son anniversaire. Cependant, son père est encore bloqué au travail. Déterminé à le voir, Shun décide de se rendre sur son lieu de travail. Sur place, Shun utilise son accès spécial pour entrer dans le bureau de son père. À l'intérieur, il trouve un cristal mystérieux flottant sur un piédestal. Incapable de résister, il tend la main pour le toucher. À sa grande surprise, le cristal commence à briller et lévite dans les airs. Peu après, une lumière vive jaillit du cristal, ouvrant un portail vers un monde inconnu. Le cristal pénètre dans le corps de Shun, et il est soudain aspiré dans le portail. Pendant ce temps, dans un autre monde appelé Endora, un jeune prince nommé Emilio Langhem est consumé par la colère. Il croit que le roi d'Elzen, l'actuel souverain, a assassiné son père et volé le trône. Rongé par la vengeance, Emilio s'introduit une nuit dans la chambre du roi pour tenter de l'assassiner. Mais le roi se réveille à temps, et un combat féroce éclate. Tous deux invoquent des armes magiques sortant de leur poitrine, s'affrontant dans un duel spectaculaire. Malgré ses efforts, Emilio perd et est jeté dans un donjon. Alors qu'Emilio est emprisonné, un portail s'ouvre soudainement, et Shun en tombe, confus et désorienté. Avant qu'il ne puisse échanger quelques mots, des gardes arrivent et attaquent. De façon inattendue, une arme semblable à celle d'Emilio émerge de la poitrine de Shun. Instinctivement, Shun l'utilise pour se défendre. Impressionné par les capacités inattendues de Shun, Emilio lui demande son aide pour s'échapper. Ensemble, ils réussissent à fuir la prison. Leur évasion est cependant de courte durée, car ils sont poursuivis par une créature redoutable ressemblant à un lion, appelée Ibelda. Malgré tout, ils plongent dans une rivière, et Emilio, qui connaît bien la région, guide Shun à travers une grotte jusqu'à la sécurité d'une forêt. Pendant leur périple dans la forêt, ils rencontrent une fille nommée Alicia, qui attendait Emilio. Elle est accompagnée d'une petite créature adorable nommée Falarion. Emilio explique alors à Shun qu'il se trouve dans le monde d'Endora, un lieu très différent de la Terre. Les gens comme Shun, venant de la Terre, sont appelés des humains de la surface. En marchant dans la forêt, Shun et ses compagnons s'émerveillent devant un immense cristal suspendu dans le ciel, brillant comme un soleil. Sa lumière enveloppe le paysage d'un éclat magique, rendant la forêt encore plus irréelle. Au lever du jour, le groupe poursuit son voyage pour trouver Pascal, un ancien chercheur royal ayant fui le palais. En chemin, ils sont soudain attaqués par un sanglier sauvage avec des cornes de cristal. Emilio se précipite pour attaquer la bête de front, tandis que Shun utilise son arme dissimulée pour riposter. Ensemble, ils parviennent à vaincre la créature, mais un autre sanglier surgit et les charge violemment. Alors que la situation semble désespérée, Falarion, le petit animal accompagnant Alicia, se transforme en dragon. Avec un seul coup puissant, Falarion élimine les sangliers restants, laissant le groupe stupéfait. Après que le danger soit passé, Pascal sortit de l'ombre et les salua chaleureusement. Soulagé et curieux, le groupe le suivit jusqu'à sa résidence, impatient d'en apprendre davantage sur le monde mystérieux où Shun était arrivé. Une fois sur place, Pascal expliqua que cet endroit s'appelait Endora, un royaume caché situé profondément au cœur de la Terre. Pascal désigna le gigantesque cristal dans le ciel, qu'il appela Adamas. Il expliqua qu'Adamas agissait comme le soleil pour Endora, absorbant la lumière et la chaleur des pôles terrestres pour les canaliser dans ce monde. La nuit, Adamas changeait de forme, réfléchissant la lumière restante comme une lune. Shun écouta avec fascination, absorbant chaque détail sur ce monde incroyable. Pascal poursuivit, racontant qu'autrefois, Endora était reliée à la surface de la Terre par une ville appelée Babylone. Cependant, Babylone avait été détruite, rompant le lien entre les deux mondes. Apparemment, le roi d'Elzen travaillait maintenant à reconstruire un dispositif babylonien pour reconnecter Endora à la surface. Curieusement, Pascal, qui avait lui-même créé Babylone à l'origine, avait quitté le palais dans des circonstances mystérieuses. Au cours de leur conversation, Shun apprit davantage sur les armes spéciales appelées reliques voilées. Tout le monde à Endora ne pouvait pas manier ces armes, et Pascal lui-même n'en avait pas la capacité. Alicia, cependant, possédait une relique cachée, Falarion, son compagnon dragon. À ce moment-là, Pascal révéla qu'il restait intrigué par le fait que les humains de la surface, comme Shun,
pouvait invoquer naturellement ses armes puissantes. À mesure que Shun découvrait Endora, sa détermination à atteindre Babylone grandit. Il croyait que c'était la clé pour trouver un moyen de retourner dans son monde. Cependant, leurs plans furent interrompus lorsque des troupes royales les attaquèrent. Réagissant rapidement, Pascal guida le groupe vers un véhicule volant qu'il avait conçu. Ils s'élevèrent dans le ciel, échappant à leurs poursuivants en direction de Babylone. Avant d'atteindre Babylone, Pascal conduisit le groupe profondément dans la forêt, où ils atterrirent et trouvèrent refuge dans une grotte cachée, l'un de ses repères secrets. La grotte offrait une protection contre les menaces extérieures, et son intérieur frais et calme leur permit de se reposer en attendant que le danger passe. Une fois installé, Pascal demanda à Emilio de sortir avec lui pour une conversation privée. Sous l'ombre des arbres imposants, Pascal parla du projet du roi d'Elzen de reconnecter les deux mondes. Il expliqua que la séparation des mondes n'était pas sans raison. Le monde souterrain avait longtemps été associé au chaos et à la destruction, bien que pour ceux qui connaissaient Endora, il était vu comme un lieu de merveille et de beauté. Pascal révéla que, durant son temps en tant que chercheur royal, il avait choisi d'arrêter le projet Babel par intuition. Il craignait que reconnecter les mondes ne déclenche une catastrophe. Pour Pascal, en tant que scientifique dédié à la compréhension et à la protection de l'équilibre des mondes, les risques du projet Babel étaient trop grands pour être ignorés. Il avait averti à plusieurs reprises le roi, le suppliant d'abandonner le projet, mais le roi refusait de l'écouter. Se sentant impuissant et ignoré, Pascal prit la décision audacieuse de quitter le palais. Avant de partir, il sabota le système Babel pour empêcher son activation. Maintenant, il pensait que leur seule option était de ramener Shun sur Terre et de détruire Babylone avant que les troupes du roi ne puissent l'utiliser. Quand Pascal retourna à la grotte, il informa Shun et les autres qu'il devait se rendre en ville pour rassembler des provisions. En raison de son statut de fugitif, il devait voyager discrètement. Il les avertit que s'il ne revenait pas rapidement, il devrait se rendre seul au village voisin. Sur ces mots, il partit pour sa mission. Une fois seul, Shun et Emilio engagèrent une conversation sérieuse. Emilio révéla son plan pour renverser le roi d'Elzen et demanda l'aide de Shun. Il expliqua avec assurance une stratégie pour affaiblir le pouvoir du roi, prévoyant d'agir dès cette nuit sans impliquer Alicia. Plus tard, après avoir partagé un repas avec Alicia, Shun et Emilio attendirent qu'elle s'endorme avant de sortir discrètement de la grotte. En avançant dans la forêt, Emilio invita Shun à rejoindre les Iknaz, un groupe rebelle luttant contre le règne de Delzen. Cependant, leur mission secrète devint rapidement dangereuse lorsqu'ils furent entourés par des membres d'une faction rivale appelée les Iknots. Il fut révélé qu'Emilio avait initialement prévu de demander des renforts aux Iknots, mais il changea d'approche et annonça audacieusement son intention de tuer le roi d'Elzen. La tension diminua alors qu'Emilio négocia une rencontre avec le chef des Iknots. Ils furent emmenés au repère de la faction, où ils rencontrèrent Demetrio, le redoutable chef du gang. Emilio et son groupe partageaient un objectif commun avec Demetrio et son gang, renverser le roi. Cependant, lorsque Demetrio demanda à Emilio quel était son plan après avoir tué le roi, Emilio fut incapable de donner une réponse. Cette hésitation suscita des moqueries. Demetrio et ses hommes éclatèrent de rire, se moquant d'Emilio pour son manque de vision. Frustré et humilié, Emilio perdit son sang-froid et attaqua Demetrio avec son arme cachée. À sa grande surprise, Demetrio le maîtrisa facilement sans même dégainer une arme. Alors que la tension était à son comble, Shun intervint. Il déclara courageusement qu'Emilio deviendrait le nouveau roi après avoir vaincu l'actuel. Cette déclaration attira l'attention de Demetrio. Intrigué, il décida de tester sa valeur. Si Emilio pouvait prouver qu'il avait les qualités nécessaires pour diriger, Demetrio et son gang promirent de devenir ses fidèles épées. À partir de ce jour, Emilio et Shun restèrent avec les Iknaz, aidant aux tâches quotidiennes comme laver les vêtements tout en essayant de gagner la confiance du gang. Pendant ce temps, Pascal retourna à la grotte après son voyage en ville pour chercher des provisions. Il trouva Alicia contrariée et boudeuse, furieuse que Shun et Emilio soient partis sans la prévenir. Réalisant qu'il pourrait être en danger, Pascal décida d'accompagner Alicia pour les retrouver. Lorsqu'ils les rejoignirent enfin, ils arrivèrent au milieu d'une scène tendue. Emilio et Shun étaient engagés dans un combat acharné, se disputant à propos de leurs divergences de croyances. Demetrio et son gang observaient la bataille avec amusement, sans intention d'intervenir. Le combat se prolongea jusqu'à ce qu'Emilio et Shun s'effondrent d'épuisement, inconscients sur le sol. Ce soir-là, après s'être rétablis, ils rejoignirent Demetrio et son gang pour une réunion. Au cours de la discussion, Demetrio souligna que même s'il parvenait à tuer le roi, il n'avait pas assez de troupes pour affronter toute la puissance du palais. La plupart des forces nobles étaient loyales au roi, ce qui rendait difficile de trouver des alliés. En cherchant des solutions, ils réalisèrent que l'influence de la cour était plus faible dans les régions du nord. Avec cette information,
Demetrio suggéra de chercher de l'aide auprès des Osiens, une race de créatures mi-humaines, mi-bêtes. Cependant, Emilio s'opposa fermement à cette idée, arguant que les Osiens étaient connus pour leur nature brutale et qu'ils avaient souvent travaillé comme garde du corps pour le roi. Shun intervint, rappelant sa rencontre terrifiante avec un homme-lion lors de son évasion de la prison du palais. Malgré leurs préoccupations, Demetrio croyait que les Osiens pouvaient être de puissants alliés. Il expliqua que les Osiens avaient été opprimés pendant des générations et pourraient être prêts à se soulever si on leur en donnait l'occasion. Les convaincre de rejoindre la révolution serait un défi, mais Demetrio était certain que cela valait la peine d'essayer. Cette nuit-là, alors que Demetrio se reposait en haut d'un arbre, des souvenirs de son passé lui revinrent en mémoire. Il pensa à Lucio, un Osien qui avait été son ami le plus proche depuis l'enfance. Leur lien était indéfectible, mais une tragédie survint lorsque Lucio tenta de sauver Demetrio de la cruauté humaine. Bien qu'il se soit battu courageusement, Lucio succomba à de graves blessures et perdit la vie. Le souvenir du sacrifice de son ami hantait Demetrio, remplissant son cœur d'un mélange de tristesse et de détermination. Le lendemain matin, le chaos éclata lorsque l'armée zosienne du royaume arriva au campement des Hycnotes, déclenchant une bataille à grande échelle. À ce moment-là, Shun se retrouva face à face avec Ibelda, le même redoutable adversaire lion qui l'avait attaqué auparavant. Shun eut du mal à tenir bon et était sur le point d'être vaincu lorsqu'Emilio apparut juste à temps pour l'aider. Ensemble, ils lancèrent une contre-attaque féroce, mais la force d'Ibelda était écrasante, les laissant acculés et désespérés. Soudain, l'arme voilée de Shun commença à se transformer, irradiant une nouvelle puissance. Cette évolution lui donna un incroyable regain de force, lui permettant de renverser la situation. Avec ses capacités améliorées, il parvint à surpasser Ibelda, le forçant à battre en retraite. Ailleurs, Demetrio et son gang se battirent avec acharnement contre les troupes du palais, utilisant leurs ruses et leur bravoure pour repousser l'ennemi. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, une lumière éclatante inonda la zone. La lumière provenait d'un véhicule transportant Alicia et Pascal, qui descendirent pour confronter Shun et Emilio. Leur arrivée soudaine laissa les deux garçons perplexes. Pascal ne perdit pas de temps pour réprimander Shun et Emilio, leur reprochant de s'être imprudemment joints à la rébellion. Cependant, lui et Alicia expliquèrent qu'ils étaient venus pour les soutenir et offrir leur aide dans cette lutte. Avec la bataille enfin terminée, Emilio et Shun prirent la décision difficile de se séparer du groupe de Demetrio, choisissant plutôt de rejoindre Pascal et Alicia. Ce soir-là, Pascal réprimanda fermement Emilio pour son insistance à vouloir tuer le roi. Il lui rappela que le roi l'avait élevé depuis son enfance et ajouta qu'il n'y avait aucune preuve concrète liant le roi à la mort de son père. Malgré cela, la résolution d'Emilio à se venger resta inébranlable. Pendant ce temps, Shun trouva refuge dans un village voisin, où il mit le groupe de Demetrio au courant de leur plan. À sa grande surprise, ils révélèrent qu'eux aussi se dirigeaient vers Babylone, espérant profiter de la distraction du roi. Malgré les dangers à venir, ils acceptèrent de s'allier avec Pascal et Alicia pour le voyage. Après avoir passé la nuit ensemble, le groupe uni partit à l'aube. Leur voyage les mena finalement au port d'Amad, la plus grande ville portuaire d'Endora. Pour atteindre Babylone, ils devraient traverser l'immense océan. En chemin, ils prévoyaient de s'arrêter sur une île habitée par les Osiens. Avant de prendre la mer, le groupe décida de se reposer dans la ville portuaire animée. Épuisé par le voyage, Shun se rendit à une auberge, mais ne tarda pas à errer dans les rues, attiré par la curiosité de découvrir la ville. Emilio et Alicia se joignirent à lui, et le trio explora le centre-ville vibrant. Alors qu'ils déambulaient dans les rues animées, ils goûtèrent à de délicieux plats locaux, profitant de l'atmosphère vivante de la ville. Cependant, leur plaisir fut interrompu lorsqu'un groupe de voleurs leur déroba leurs affaires. Emilio se lança immédiatement à leur poursuite et finit par coincer les voleurs dans une ruelle étroite. À leur grande surprise, les voleurs s'avérèrent être des enfants abandonnés, luttant pour survivre dans les conditions difficiles de la ville. Bien qu'Emilio ait réussi à attraper le pickpocket, Shun ne put s'empêcher de ressentir de la compassion pour le garçon. Les vêtements usés et le corps maigre de l'enfant témoignaient d'une vie de misère. Alicia intervint, suppliant Emilio de laisser partir le garçon. À contre-cœur, Emilio le relâcha, et le groupe décida de passer le reste de la journée à aider les nombreux enfants sans abri de la ville. Ils jouèrent avec les enfants, partagèrent de la nourriture et apportèrent des sourires sur leurs visages jusqu'au coucher du soleil. À la tombée de la nuit, le groupe se précipita pour regagner leur logement. Leur paisible soirée prit une tournure soudaine lorsqu'ils furent attaqués par un agresseur inconnu. À ce moment-là, Shun et Alicia attrapèrent rapidement tout ce qu'ils purent trouver pour fabriquer des armes improvisées, se défendant du mieux qu'ils pouvaient. L'attaquant mystérieux se révéla bientôt être une jeune fille nommée Misha. Elle combattait avec une précision extrême, se déplaçant comme une machine conçue uniquement pour tuer. Misha était une assassine,
formés et conditionnés dans un seul but, éliminer Emilio, le prince. Ces attaques incessantes laissèrent Emilio en grande difficulté, et il faillit être gravement blessé. Alors que la situation semblait désespérée, Demetrio et son gang arrivèrent pour leur prêter main forte. Ils engagèrent un combat acharné contre Misha, et au cours de l'affrontement, Demetrio remarqua quelque chose d'inhabituel. Il réalisa que Misha ne combattait pas de son propre gré, mais qu'elle était sous l'effet d'un lavage de cerveau. Voyant en elle une victime plutôt qu'une ennemie, Demetrio lui offrit une chance de se libérer et de rejoindre leur cause. Misha hésita, déchirée entre sa mission et une lueur d'espoir de liberté. Finalement, elle accepta l'offre de Demetrio et décida de se joindre à leur groupe. Avec le combat terminé, ils retournèrent à l'auberge pour se reposer. Le lendemain, le groupe se prépara pour la prochaine étape de leur voyage. Pour éviter d'attirer l'attention des gardes du palais, ils louèrent un vieux bateau usé qui se fondait dans le décor. Cependant, la traversée fut loin d'être facile. Ils affrontèrent une mer agitée, une météo orageuse et des pluies torrentielles. Après un long et éprouvant voyage, ils atteignirent enfin une île habitée par les Osiens. Leur arrivée fut tout sauf accueillante. Les Osiens, profondément méfiants envers les humains, entourèrent le groupe dès qu'ils mirent pied sur l'île. Armés et prudents, les Osiens les capturèrent et les attachèrent. Malgré les efforts de Demetrio pour expliquer leurs intentions, chercher de l'aide pour renverser le roi, les Osiens refusèrent de les croire. Pour prouver leur sincérité, les Osiens imposèrent une ultime épreuve de confiance. Demetrio devait sacrifier sa vie. Sans hésiter, Demetrio accepta, déclarant que la mission de la révolution était plus importante que lui et qu'elle continuerait même après sa mort. Alors qu'un des Osiens s'avançait pour l'exécuter, le partenaire de Demetrio intervint au dernier moment, empêchant l'acte. Ce geste de défi enraya les Osiens, qui se préparèrent à combattre. Avant que la situation ne dégénère, Gradido, le chef des Osiens, poussa un rugissement puissant, ordonnant à son peuple de se calmer. Gradido écouta attentivement les paroles de Demetrio, et après réflexion, commença à voir la vérité dans ses intentions. Convaincu que Demetrio cherchait réellement à renverser le roi oppresseur, Gradido ordonna à ses guerriers de libérer le groupe. Après leur libération, Gradido invita Demetrio à une conversation privée. À ce moment-là, Demetrio expliqua qu'il ne comptait pas impliquer directement les Osiens dans la révolution. Il souhaitait plutôt que leur présence envoie un message au palais, la résistance gagnait en force. Il révéla également qu'il n'avait aucun désir de monter sur le trône après avoir renversé le régime. À la place, il prévoyait de trouver un nouveau leader digne de guider Endora. Comprenant ses intentions, Gradido autorisa le groupe à poursuivre leur voyage. Le lendemain matin, ils se mirent en route pour Babylone, traversant l'immense océan. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent enfin sur la grande île où se trouvait la légendaire cité. Peu après, leur périple les mena à une montagne enneigée et imposante qu'ils décidèrent d'escalader malgré le froid mordant. Une violente tempête de neige les força à s'arrêter un moment, mais dès qu'elle s'apaisa, ils reprirent leur ascension. En descendant de l'autre côté de la montagne, ils rencontrèrent un obstacle inattendu, une fosse glacée et cachée. Sans prévenir, le sol céda sous leurs pieds, et ils glissèrent dans une immense caverne remplie de cristaux de glace scintillant comme des étoiles. Leur émerveillement se transforma rapidement en terreur lorsqu'un gigantesque dragon de glace émergea des ombres en rugissant férocement. Le groupe tenta de se défendre, mais la force et la taille du dragon rendaient toute résistance inutile. Craignant pour leur vie, ils décidèrent de battre en retraite. Cependant, leur fuite fut interrompue lorsqu'un autre dragon de glace bloqua leur chemin. Ils réalisèrent alors qu'ils avaient pénétré dans une tanière de dragons et qu'ils étaient maintenant entourés par ces créatures furieuses. Au milieu de cette tension, un événement incroyable se produisit. Falarion, le fidèle compagnon d'Alicia, parla pour la première fois. Sa voix profonde et calme surprit tout le monde tandis qu'il s'adressait directement à Alicia. Falarion révéla une vérité choquante, il était son père. Autrefois, il avait été un chasseur talentueux, maniant une arme puissante. Au fil des combats, son arme avait évolué, devenant de plus en plus forte. Cependant, après avoir rencontré la mère d'Alicia, il avait renoncé à sa vie de chasseur pour choisir la paix. La tragédie frappa lorsque des voleurs tuèrent la mère d'Alicia. Rongé par la rage, Falarion reprit son arme pour se venger. Mais le pouvoir immense de l'arme le transforma en dragon. Depuis ce jour, il était resté aux côtés d'Alicia, veillant sur elle comme un gardien silencieux. Après avoir partagé son histoire, Falarion émit une lumière éclatante qui illumina toute la caverne. Les dragons de glace, sentant son pouvoir et son lien avec Alicia, devinrent calmes et dociles. Ils avaient d'abord cru que Shun et ses compagnons voulaient nuire à leur demeure, mais, réalisant leur erreur, ils leur proposèrent leur aide. En signe de confiance, les dragons transportèrent le groupe sur leur dos, les emmenant plus près de Babylone.
Cependant, ils les laissèrent aux frontières de la ville, incapables d'aller plus loin. À la nuit tombée, Shun et ses compagnons continuèrent leur voyage à pied. Épuisés, ils montèrent un camp et allumèrent un feu pour se réchauffer. Le groupe discuta ensuite de la possibilité de rencontrer l'armée du roi, mais ils soupçonnaient qu'il empruntait une route différente. N'apercevant aucune menace immédiate, ils décidèrent de se reposer, récupérant leurs forces pour les défis à venir. Pendant ce temps, le roi d'Elzen reçut des nouvelles indiquant que Babylone était presque prête à être activée. Bien qu'ils doivent encore attendre, il demeura patient. Cependant, lorsqu'on lui demanda les raisons de l'activation de Babel, il refusa de révéler ses intentions, les gardant enveloppés de mystère. Plus tard, Ibelda, le chef du groupe Zosien, informa le roi que le groupe de Shun s'était allié aux Zosiens. La nouvelle surprit le roi d'Elzen. Il réprimanda Ibelda et ses troupes pour avoir désobéi aux ordres, leur rappelant qu'ils devaient uniquement observer et non attaquer. Frustré et curieux des motivations du roi, Ibelda s'éloigna, se demandant silencieusement pourquoi le roi était si obsédé par l'activation de Babel. Le lendemain matin, Shun se réveilla en voyant Démétrio discuter avec des membres des forces rebelles devant leur tente. L'atmosphère était pleine d'énergie, car les rebelles rapportaient que de plus en plus de troupes rejoignaient leur cause. Ce soutien croissant donna de l'espoir au groupe. Ils commençaient à croire qu'ils pouvaient rivaliser avec l'armée du roi dans une bataille imminente. Pendant ce temps, Pascal était occupé à enquêter sur un phénomène alarmant à Endora. Au cours de ses recherches, il rencontra un jeune scientifique qui lui apprit une nouvelle inquiétante. Les particules voilées, l'essence même d'Endora, s'épuisaient rapidement. Ces particules maintenaient leur monde en vie, et sans elles, Endora s'effondrerait. En approfondissant le mystère, Pascal découvrit que cette diminution des particules voilées avait commencé lorsque le roi d'Elzen avait accédé au trône. Alarmé, il partit pour Babylone avec le scientifique, déterminé à découvrir la vérité sur cette connexion. De leur côté, Shun et ses compagnons poursuivaient leur voyage vers Babylone. Alors qu'ils approchaient de la grande cité, ces structures imposantes apparaissaient à l'horizon, signalant qu'ils étaient proches de leur objectif. À l'intérieur de la ville, le roi d'Elzen et son armée finalisaient leurs préparatifs pour activer Babylone, leur plan avançant à un rythme constant. Quand Shun et son groupe atteignirent enfin Babylone, ils furent émerveillés par ces immenses tours qui semblaient toucher le ciel. Ils savaient que leur destination était cachée à l'intérieur de l'une de ces structures. Après avoir soigneusement choisi une tour, ils y entrèrent et commencèrent à descendre une longue et étroite échelle menant profondément sous terre. Au bas de l'échelle, ils se retrouvèrent face à un immense mur bloquant leur chemin. Sans se décourager, ils entreprirent la tâche difficile de grimper sur ce mur. L'ascension fut épuisante, mais ils continuèrent avec détermination. Une fois en haut, ils utilisèrent des cordes pour se descendre de l'autre côté. Après que tout le monde eut descendu en toute sécurité, Emilio et Démétrio eurent une conversation tendue. Démétrio exprima son espoir de résoudre le conflit avec le roi de manière pacifique, souhaitant négocier plutôt que de recourir à la violence. Emilio, cependant, rejeta cette idée. Habité par un désir de vengeance, il ne montrait aucun intérêt pour un compromis. Sans un mot de plus, Emilio attrapa la corde et descendit encore plus profondément. En bas, le groupe découvrit un vaste labyrinthe. Ce labyrinthe complexe semblait s'étendre à l'infini, et ils soupçonnèrent que Babylone se trouvait quelque part dans ces passages. Alors que Shun et ses compagnons exploraient prudemment les chemins sinueux du labyrinthe, ils furent soudainement attaqués par le groupe d'Ibelda. Le chaos éclata alors que les deux camps s'affrontaient dans une bataille acharnée. Peu après, les couloirs tortueux du labyrinthe séparèrent le groupe, les dispersant dans différentes directions. Au milieu de cette confusion, Démétrio découvrit que Louise, une alliée en qui ils avaient confiance, avait été une traîtresse tout ce temps, espionnant secrètement pour le compte d'Ibelda. Malgré cette trahison, Démétrio resta calme. Il ne s'énerva pas contre Louise. Au lieu de cela, il l'incita à saisir l'occasion pour le tuer, suggérant qu'elle pourrait recevoir une plus grande récompense pour sa trahison. Ces paroles semblèrent troubler Louise, mais la tension entre eux demeura sans résolution. Pendant ce temps, Shun, Emilio et Alicia tombèrent sur une pièce étrange et lumineuse au cœur du labyrinthe. C'était le portail vers Babel, la clé de tout. Sans hésitation, Emilio traversa le portail. De l'autre côté, le roi d'Elzen observait alors que Babylone atteignait enfin sa pleine gloire, réalisant le rêve qu'il avait poursuivi si longtemps. Contre toute attente, Emilio arriva bientôt, déterminé à arrêter le roi. Dans le labyrinthe, Démétrio continua de se battre contre Louise, essayant désespérément de la convaincre d'abandonner sa trahison et de rejoindre à nouveau leur cause. Pendant que leur lutte se poursuivait, Ibelda et ses troupes décidèrent de battre en retraite, laissant le groupe derrière eux. Après un intense conflit intérieur, Louise finit par craquer, renonçant à sa trahison et rejoignant Démétrio et les autres, qui continuaient leur chemin vers Babylone.
Au même moment, un scientifique travaillant avec Pascal commença à activer la connexion entre les deux mondes. Au milieu de la bataille à Babylone, le roi d'Elzen confronta Emilio, lui demandant ce qu'il comptait faire après l'avoir tué. Emilio refusa de répondre, concentré uniquement sur sa vengeance. Quelques instants plus tard, il lança une attaque féroce avec son arme, sans hésitation. Pendant ce temps, Ibelda trahit ses compagnons osiens, les battant avant de se diriger seul vers Babel. Alors qu'Emilio combattait le roi d'Elzen, des fragments de souvenirs surgirent dans son esprit. Il se rappela vaguement le visage de son père, et à sa grande surprise, il commença à percevoir quelque chose de familier dans l'expression du roi. Pendant ce temps, une lumière éclatante illumina le ciel, signalant que la porte entre les deux mondes avait été créée avec succès. En voyant cela, Alicia comprit que la véritable intention du roi était d'atteindre le monde de la surface. Peu après, Shun arriva juste à temps pour tenter d'empêcher Emilio de mener à bien sa vengeance. Leur dispute devint animée, mais avant qu'il ne puisse résoudre quoi que ce soit, Ibelda apparut, compliquant encore davantage la situation. Ailleurs dans Babylone, Pascal et le jeune scientifique arrivèrent, mais ils trouvèrent le roi d'Elzen grièvement blessé. Malgré les efforts de Pascal pour le sauver, il était déjà trop tard. De manière inattendue, Emilio fondit en larmes devant la mort du roi, laissant tout le monde perplexe face à sa soudaine tristesse. Le groupe quitta ensuite Babylone, accablé de chagrin et marqué par tout ce qu'ils avaient enduré. Avant de partir, Pascal se demanda à haute voix si arrêter l'activation de Babel pourrait stabiliser les particules voilées d'Endora qui s'amenuisaient. Déterminé à découvrir la vérité, il résolut de poursuivre ses recherches, gardant un mince espoir que leur monde puisse encore être sauvé. Alors que le groupe de Demetrio se préparait à partir, Louise hésita, une inquiétude visible sur son visage. Malgré tout, Demetrio l'accueillit chaleureusement, la rassurant avec sa gentillesse. À l'extérieur de la tour, Emilio était assis seul, perdu dans ses pensées. Shun, remarquant cela, s'approcha pour tenter de lui remonter le moral. À ce moment-là, Shun lui rappela doucement que, bien qu'il ne puisse pas retourner à la surface, il avait réussi à empêcher Emilio de tuer le roi. En entendant ces paroles, Emilio s'ouvrit et avoua que voir le roi lui avait rappelé son père, réveillant des émotions qu'il n'avait pas affrontées depuis des années. Shun l'écouta avec patience, puis l'encouragea à aller marcher un peu. Pendant leur promenade, l'humeur d'Emilio commença à s'améliorer. Finalement, ils retournèrent rejoindre Alicia, qui les attendait avec anxiété, soulagés de voir qu'ils allaient bien. Pendant ce temps, Pascal poursuivit son enquête à Babylone. Malgré des recherches minutieuses, il ne trouva aucun signe de fonctionnement du système de Babel, ce qui le laissa perplexe. Le fait que Babel ne soit pas actif le déconcertait, d'autant plus qu'Ibelda avait pu atteindre la surface. De nouvelles questions émergèrent également concernant des événements à la surface dont il n'avait pas conscience. Résolu à comprendre, Pascal décida qu'il devait se rendre à la surface pour enquêter. Ailleurs, Emilio rencontra Demetrio à l'extérieur de la tour. Il avoua que la mort du roi l'avait laissé sans but et incertain de son rôle. Cependant, Demetrio, toujours optimiste, le rassura en lui disant que la révolution était loin d'être terminée. Il restait encore beaucoup à faire, et Emilio avait un rôle important à jouer. Plus tard, lorsque la nouvelle de la mort du roi se répandit à travers Endora, le chaos éclata. Sans une figure centrale pour maintenir l'ordre, des factions se disputèrent le pouvoir, plongeant le royaume dans un conflit généralisé. Il devint évident qu'Endora avait besoin d'un dirigeant fort pour restaurer la stabilité, mais personne ne s'était encore manifesté pour assumer ce rôle. L'absence de leadership ne faisait qu'aggraver la situation. Au milieu de ce désordre, Demetrio décida de se séparer temporairement d'Emilio pour se concentrer sur les efforts de son propre groupe. Peu après, Shun s'approcha d'Emilio avec une suggestion pour l'aider à oublier ses peines, un entraînement. Les deux acceptèrent et commencèrent à s'entraîner, testant leurs compétences avec leurs armes cachées. Ce défi physique permit à Emilio d'évacuer ses frustrations. Pendant ce temps, Demetrio fut vu en réunion avec ses compagnons pour planifier leurs prochaines étapes. Au cours de leur discussion, une nouvelle alarmante arriva. L'île des Osiens était assiégée. Une immense flotte de navires avait encerclé l'île, prête à attaquer. En apprenant cela, Demetrio comprit que c'était probablement une conséquence de la mort du roi d'Elzen. Sans la protection du roi, rien n'empêchait les agresseurs de cibler l'île. Alors que le soleil baissait à l'horizon, Shun et Emilio terminèrent leur session d'entraînement. Se sentant plus concentrés et motivés, ils décidèrent de rejoindre le groupe de Demetrio pour aider à résoudre le conflit croissant. En chemin, ils rencontrèrent Pascal, qui avait des nouvelles intrigantes à partager. Pascal expliqua qu'un événement à la surface semblait avoir causé l'arrêt du système babylonien. Il n'était pas sûr qu'il s'agisse d'un acte intentionnel ou d'un accident, mais cela représentait un indice crucial. Pour découvrir la vérité,
il devait retourner dans la capitale pour poursuivre ses recherches. Avant de se séparer, Pascal rassura Shun en lui promettant qu'il ferait tout son possible pour trouver un moyen de le renvoyer chez lui. Après avoir quitté Babylone, Shun, Emilio et le groupe de Demetrio voyagèrent à travers Endora, témoignant du chaos omniprésent. Des conflits éclataient dans de nombreux endroits, les dirigeants régionaux traitant la population avec cruauté et rendant leur vie misérable. Un jour, alors qu'un groupe de soldats nobles tourmentait des villageois innocents, Demetrio et ses compagnons arrivèrent. Sans hésiter, ils intervinrent, se battant courageusement pour défendre les villageois. Grâce à leur habileté et leur bravoure, ils forcèrent les soldats à battre en retraite, laissant les villageois en sécurité. Plus tard, le groupe de Demetrio se réunit chez le doyen du village. Celui-ci parla gravement des conflits croissants qui tourmentaient Endora depuis la mort du roi. Bien que le groupe espérait calmer le chaos, la situation semblait s'aggraver de plus en plus. À ce moment-là, le doyen exprima sa conviction qu'Emilio pouvait apporter la paix et la prospérité à Endora en tant que roi. Cependant, Emilio hésitait, incertain de vouloir réclamer le trône. Cette nuit-là, dans un château éloigné, un noble qui méprisait le groupe de Demetrio planifiait sa vengeance. Lors d'un grand festin, il ordonna à son capitaine de préparer les troupes pour une attaque. Mais avant que ses plans ne se concrétisent, le chaos éclata. Le capitaine de son armée fut retrouvé mort, et une silhouette imposante et sombre fit soudain irruption dans le château, massacrant tout sur son passage, y compris le noble lui-même. Le lendemain matin, Demetrio et ses compagnons arrivèrent au château, qui semblait étrangement désert. En fouillant les lieux, ils tombèrent sur un noble tremblant, caché dans une pièce verrouillée. Celui-ci raconta une histoire terrifiante. Une créature monstrueuse avait envahi le château et tout détruit. Avant qu'ils ne puissent comprendre pleinement la situation, le monstre réapparut et tua le noble sous leurs yeux. À leur grande surprise, ils réalisèrent que la créature était Ibelda. Mais ce n'était plus l'Ibelda qu'ils connaissaient autrefois. Cet Ibelda était terrifiant, équipé d'armes cachées et animé d'une fureur implacable. Sans avertissement, il attaqua, plongeant le groupe dans le chaos. Sa force brutale les submergea, et Demetrio s'échappa de justesse avec sa vie. Alors que tout espoir semblait perdu, Guidoro apparut et affronta Ibelda. Dans une bataille acharnée, Guidoro combattit courageusement, forçant Ibelda à battre en retraite pour l'instant. Après le combat, le groupe de Demetrio invita Guidoro à se joindre à eux, et il accepta immédiatement. Le lendemain, le groupe de Demetrio se dirigea vers l'île des Osiens, toujours attaqué par des forces ennemies. Malgré cela, les défenses de l'île restaient solides, et les ennemis n'avaient pas réussi à franchir ses frontières. Pendant le voyage, Pascal partagea ses connaissances sur Babylone avec le groupe. Il expliqua que pour que Babylone fonctionne, les deux mondes devaient coopérer. Même si le passage depuis Endora était ouvert, personne ne pouvait atteindre la surface à moins que les portes de la surface ne soient également déverrouillées. En entendant cela, Shun se sentit soulagé de ne pas avoir utilisé Babel, car cela aurait pu le piéger entre les deux mondes. Pascal les avertit également de la rapide diminution des particules voilées qui maintenaient Endora. Si ces particules venaient à disparaître complètement, Endora pourrait s'effondrer. En résumé, l'urgence de leur mission augmenta alors qu'ils approchaient de l'île des Osiens et qu'ils furent témoins d'une bataille navale féroce. Durant cette période, le groupe de Demetrio vainquit rapidement les troupes ennemies attaquant l'île et accosta sur ses rivages, où ils rencontrèrent les habitants osiens. Malgré leur réputation de guerriers féroces et impitoyables, les Osiens les accueillirent chaleureusement. Demetrio reçut la promesse de diriger la région nord une fois qu'Endora retrouverait la paix. Cependant, Emilio exprima son inquiétude quant à l'acceptation de cette décision par la société en raison de la mauvaise réputation des Osiens, bien qu'il soutint finalement Demetrio. Cette nuit-là, Emilio et Pascal eurent une conversation privée sur le passé. Pascal révéla que, lorsque le père d'Emilio dirigeait Endora, son jeune frère, Delzen, avait reçu le contrôle des territoires du Nord. Cette révélation approfondit la compréhension d'Emilio sur l'état fracturé du royaume. Le lendemain, le groupe de Demetrio quitta l'île des Osiens et retourna dans la capitale, déterminé à poursuivre ses efforts pour mettre fin au conflit. À leur arrivée, ils furent frappés par le silence inquiétant du palais. Seuls quelques responsables militaires et domestiques y restaient. Aaron, l'un des responsables, informa Emilio que la moitié de l'armée avait suivi le roi à Babylone et n'était jamais revenue. Lorsque la nouvelle de la mort du roi s'était répandue, de nombreuses personnes s'étaient tournées vers le banditisme et avaient abandonné le palais. Même certains guerriers avaient déserté, laissant le royaume sans leadership fort. En entrant dans le palais, le groupe de Demetrio fut accueilli par la méfiance et l'hostilité d'Aaron et des soldats restants. Bien qu'Emilio garantît leur loyauté, la tension restait palpable. En explorant le palais seul, Emilio découvrit la salle du trône, vide et sans vie.
Demetrio le rejoignit bientôt et suggéra qu'ils discutent de la situation. Au même moment, des scientifiques surveillant la zone détectèrent une activité étrange autour du palais. Soudain, des silhouettes sombres et mystérieuses commencèrent à apparaître, déclenchant une alarme. Les troupes du palais, avec le groupe de Demetrio, se mobilisèrent pour affronter la menace. Ils découvrirent que ces figures avaient été envoyées par Ibelda et qu'une bête sauvage semait la destruction, plongeant le palais dans le chaos. Les soldats combattirent férocement contre la bête, et après un long affrontement, Ibelda battit en retraite. Cette victoire démontra la force et les compétences de Demetrio et de son groupe. Impressionnés par leur bravoure, Aaron et les troupes du palais commencèrent à leur faire confiance. Finalement, Guidoro fut choisi pour diriger la mission visant à traquer Ibelda, car la bête restait en liberté, constituant une menace pour Endora. Pendant ce temps, Pascal et un jeune scientifique nommé Joseph poursuivaient leurs recherches sur la diminution rapide des particules voilées. Les effets de ce déclin devenaient visibles. Les arbres se desséchaient, les cultures mouraient, et une menace de famine pesait sur le royaume. Face à cette situation, Demetrio et ses compagnons devenaient de plus en plus inquiets, réalisant qu'il manquait de ressources pour gérer une crise environnementale aussi vaste. Joseph proposa alors une solution temporaire, évacuer les habitants vers des zones où les particules voilées étaient encore abondantes. Cependant, il insista sur la nécessité de trouver un plan à long terme pour sauver Endora de l'effondrement. Au milieu de ces défis, Emilio demanda à Shun de l'accompagner pour explorer les cachots du palais. Dans les profondeurs, ils découvrirent une pièce cachée et un prisonnier zosien nommé Frama, emprisonné par le père d'Emilio, le roi Alzerme. Frama expliqua qu'il avait autrefois été un fidèle serviteur du roi Alzerme, mais qu'il avait été accusé à tort de trahison et enfermé. Il partagea ensuite l'histoire du passé d'Endora, notamment l'arrivée d'un homme mystérieux venu de la surface qui prétendait être un scientifique. Ce scientifique, extrêmement savant et amical, avait impressionné le roi Alzerme avec ses idées avancées. Il parlait des technologies remarquables de la surface et de sa capacité à voyager facilement à travers Endora. Le roi et sa cour étaient émerveillés par son intelligence, tandis que le scientifique lui-même était fasciné par les particules voilées uniques d'Endora. Un jour, le scientifique offrit au roi Alzerme un pistolet comme cadeau et proposa une idée grandiose: unir la surface et Endora. Il pensait que cette union leur permettrait de régner sur les deux mondes. Cependant, la première étape consistait à activer Babel, une porte capable de connecter les deux mondes. Malgré les avertissements de Delzen sur les dangers d'un tel projet, le roi Alzerme décida de poursuivre l'initiative Babel. Frama exprima également ses inquiétudes, conseillant la prudence et mettant en garde le scientifique contre des actions imprudentes. Cependant, le scientifique trompa le roi en prétendant que Frama l'avait attaqué. En conséquence, le roi Alzerme condamna Frama au cachot. Après avoir appris son histoire, Emilio ramena Shun chez lui. À leur arrivée, la mère de Shun l'accueillit avec un immense soulagement et une grande inquiétude. À leur grande surprise, Makiko ne fut pas choquée d'apprendre que Shun venait de revenir des profondeurs d'un autre monde. Elle expliqua que les archéologues avaient longtemps spéculé sur l'existence d'un monde mystérieux sous la surface. Pendant ce temps, Kazunobü, le père de Shun, avait depuis longtemps suspecté que son fils se trouvait dans l'autre monde. Même après la disparition de Shun, Kazunobü poursuivit ses recherches sans relâche, espérant découvrir la vérité. Un jour, Emilio remarqua une photo de famille chez Shun et demanda ce que c'était. Makiko expliqua qu'à la surface, il existait une technologie appelée photographie, qui permettait de capturer des souvenirs en images. Elle montra ensuite une photo d'enfance de Shun, et, à sa grande surprise, Emilio reconnut Shun enfant. Le lendemain, Shun fit visiter la ville à Emilio et l'amena ensuite sur le lieu de travail de Kazunobü. Lorsqu'il vit Shun, Kazunobü fut submergé de soulagement et de joie de voir son fils sain et sauf. À ce moment-là, Shun raconta ses incroyables aventures à Endora, décrivant tout ce qu'il avait vécu. Kazunobü écouta attentivement et supposa que le cristal qui avait transporté Shun à Endora agissait comme un pont entre les deux mondes. Il expliqua que Makiko avait trouvé ce cristal il y a longtemps et promit de trouver un moyen pour qu'Emilio retourne à Endora, assurant que cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Plus tard dans la journée, alors que le soleil se couchait, Shun et Emilio quittèrent le lieu de travail de Kazunobü. Cependant, en s'éloignant, Emilio ressentit une étrange familiarité dans le sourire de Kazunobü. Soudain, des fragments de souvenirs refirent surface dans son esprit. Il se souvint d'une image floue d'un bébé, et après s'être concentré sur ce souvenir, réalisa que Kazunobü avait autrefois été à Endora. Envahi par la curiosité, Emilio retourna précipitamment dans le bâtiment pour confronter Kazunobü. Shun le suivit de près, confus par son urgence. Lorsqu'ils retrouvèrent Kazunobü, Emilio commença à l'interroger sur son véritable passé. Voyant la détermination d'Emilio, Kazunobü finit par avouer.
Il admit qu'il était le scientifique dont Frama avait parlé et révéla une vérité choquante. Kazunobü avait kidnappé le fils de Delzen. Réalisant que son secret était découvert, Kazunobü fit une autre révélation. Shun n'était pas son fils biologique. Malgré cela, il insista sur le fait qu'il aimait véritablement Shun et lui demanda de ne pas partir. Son ton devint plus sombre lorsqu'il insinua subtilement que Shun resterait plus près de lui si Emilio n'était pas là. Lorsqu'Emilio refusa de reculer, Kazunobü sortit un pistolet et le pointa sur lui. À ce moment-là, la voix de Kazunobü était glaciale lorsqu'il jura de tuer Emilio sans hésitation, tout comme il avait tué le roi. Le cœur d'Emilio se serra alors que la vérité le frappait. Kazunobü était responsable de la mort de son père. Réagissant rapidement, Emilio lança un poignard sur Kazunobü pour tenter de le désarmer. Profitant de la distraction, Emilio et Shun s'enfuirent. Ils se précipitèrent dans un ascenseur, respirant lourdement tandis qu'ils descendaient. La scène passe alors au passé de Kazunobü, à l'époque où il entra pour la première fois à Endora. Utilisant le cristal que sa femme, Makiko, avait découvert, il voyagea vers ce royaume mystérieux et noua rapidement des liens avec les habitants du palais. Kazunobü introduisit des technologies avancées de la surface, ce qui impressionna les habitants d'Endora. Ces visites devinrent plus fréquentes après une tragédie personnelle. Makiko fit une fausse couche, laissant la famille anéantie. Peu de temps après, Kazunobü retourna à Endora, affirmant que les habitants de la surface ne pouvaient pas manier les armes voilées. Il proposa de mener des recherches sur ce phénomène, ce qui lui valut la confiance du roi Alzerm et renforça leur relation. Par hasard, le jeune fils de Delzen tomba gravement malade d'une maladie menaçant sa vie. Kazunobü proposa alors d'examiner l'enfant, expliquant que des équipements médicaux avancés de la surface étaient nécessaires pour le sauver. Pour faciliter le voyage, Kazunobü activa Babel, ce qui lui permit de voyager sans épuiser son énergie. Finalement, le roi Alzerm, à contre-cœur, accepta, confiant la vie de son neveu à Kazunobü. À la surface, Kazunobü et Makiko prirent soin de l'enfant avec amour et dévouement, finissant par le nommer Shun. Ils s'y attachèrent, le traitant comme leur propre enfant. Pendant ce temps, Kazunobü utilisa l'occasion pour finaliser l'activation de Babel. Une fois cela accompli, il se retourna contre Alzerm, utilisant son pistolet pour tuer le roi. Lorsque Delzen apprit la trahison de Kazunobü, il fut consumé par la colère mais se retrouva impuissant à riposter. Kazunobü assura davantage son contrôle en coupant la connexion de Babel avec la surface, empêchant quiconque de l'utiliser pour voyager. Dans un accès de folie, Delzen exigea le retour de son fils. En réponse, Kazunobü le tourmenta cruellement, lui disant qu'il devrait monter à la surface lui-même pour récupérer l'enfant. À partir de ce moment, Delzen monta sur le trône d'Endora, tandis que Kazunobü coupait définitivement les liens avec le royaume, se concentrant sur l'éducation de Shun à la surface comme son propre fils. De retour au présent, Shun et Emilio arrivèrent chez eux, où Makiko révéla le secret que Kazunobü avait caché pendant des années. Elle expliqua que, bien que Shun ne soit pas le fils biologique de Kazunobü, il l'aimait comme s'il l'était. Cette révélation rappela à Shun l'amour profond et les soins que son père lui avait toujours prodigués. Malgré le côté sombre que Kazunobü avait montré avec Emilio, Shun se souvenait de l'homme gentil et protecteur qu'il avait élevé. Plus tard dans la soirée, Shun et Emilio se reposèrent dans leur chambre, incapables de dormir, le poids des événements récents pesant sur leurs esprits. Alors qu'ils parlaient, Emilio réalisa soudain que lui et Shun étaient en réalité cousins. Le lendemain, Shun était toujours accablé de tristesse et d'incrédulité après avoir appris qu'il n'était pas l'enfant biologique de ses parents. Il commença à comprendre le profond ressentiment d'Emilio envers Delzen, réalisant à quel point la douleur de la trahison et de la perte pouvait façonner les actions d'une personne. Voyant Shun si perturbé, Emilio décida de confronter Kazunobü pour obtenir des réponses. Lors de leur conversation, Kazunobü assura Emilio que, malgré le fait que Shun ne soit pas son fils biologique, il l'aimait comme s'il l'était. Il révéla ensuite pourquoi il avait tué le roi Alzerm. Dans les yeux de Kazunobü, Alzerm avait été un dirigeant cruel qui permettait l'oppression et la torture des Osiens et commettait bien d'autres erreurs graves. Kazunobü croyait que Delzen serait un meilleur dirigeant pour Endora, c'est pourquoi il avait délibérément tué Alzerm pour ouvrir la voie à Delzen afin qu'il prenne le trône. Après cela, Emilio retourna auprès de Shun et lui raconta ce qu'il avait appris de Kazunobü. Il encouragea Shun à ne pas rester silencieux ni à réprimer ses sentiments, comme Emilio l'avait fait pendant si longtemps. Inspiré par cela, Shun décida qu'il voulait parler directement à son père. D'autre part, Demetrio et ses compagnons cherchaient Shun et Emilio. Ils étaient de plus en plus inquiets car ils n'avaient trouvé aucune trace d'eux. Grâce à une enquête minutieuse, ils découvrirent finalement que les deux avaient été transportés dans le monde de la surface. Pendant ce temps, Pascal et son équipe de scientifiques travaillaient d'arrache-pied. Ils annoncèrent une avancée majeure,
une méthode pour se déplacer entre la surface et Endora sans dépendre de Babel. Réunissant tout le monde, Pascal expliqua qu'un petit cristal appelé Parine Blue pouvait servir de clé pour traverser les mondes. Le cristal, expliqua-t-il, était lié aux civilisations anciennes. De retour à la surface, Shun et Emilio rencontrèrent Kazunobü, qui portait un cristal Parine Blue. Il expliqua que le pouvoir du cristal provenait des temps anciens et lui permettait de voyager librement entre la surface et Endora. Kazunobü admit également que son véritable but en entrant à Endora était de récolter ces particules voilées uniques. Ces particules étaient essentielles pour soutenir la technologie avancée et créer une civilisation moderne. Apparemment, Kazunobü avait secrètement attiré des particules voilées à la surface pour alimenter le progrès. Il révéla même que ses recherches sur ces particules avaient une fois sauvé la vie de Shun lorsqu'il souffrait d'une grave maladie étant enfant. La scène passa ensuite dans l'Outre-Monde, où Emilio et Shun se retrouvaient dans une bataille féroce contre le puissant Ibelda. Quelques instants plus tard, Ghidorah les rejoignit, combattant vaillamment à leur côté. Cependant, même avec leurs forces combinées, ils ne purent surpasser Ibelda. À mesure que le combat s'intensifiait, Ibelda subit une transformation terrifiante, devenant une créature monstrueuse bien plus dangereuse qu'auparavant. Pendant ce temps, au palais, Demetrio rencontra Pascal pour discuter d'une étrange concentration de particules voilées détectées dans la région océanique d'Endora. Pascal partagea la légende d'une civilisation ancienne appelée Tiernagok, censée être située au cœur de la mer. Selon la légende, les structures imposantes de Tiernagok étaient conçues pour attirer les particules voilées de toute Endora, expliquant ainsi la mystérieuse déplétion de particules dans d'autres régions. Peu de temps après, Shun et ses compagnons arrivèrent à l'endroit décrit par Pascal et confirmèrent la troublante vérité. Des particules voilées étaient effectivement attirées vers un point unique. Finalement, Shun avoua que son père, Kazunobü, qui vivait à la surface, était à l'origine de ce phénomène. Après avoir partagé tout ce qu'ils savaient sur les actions de Kazunobü, Shun et le groupe décidèrent de confronter le problème à Tiernagok. Le lendemain, ils partirent en mission, montés sur Pharalion, qui s'était transformé en un immense dragon. Alors qu'ils s'éloignaient du palais, des soldats furent envoyés poursuivre le combat contre Ibelda. Cependant, leur voyage fut brusquement interrompu lorsqu'Ibelda apparut et attrapa la jambe de Pharalion. Le dragon lutta pour se libérer, mais il fut maîtrisé et immobilisé. Dans un geste désespéré, Pascal sauta du dos de Pharalion et se fit exploser, libérant ainsi le dragon de l'emprise d'Ibelda. Le cœur lourd, Shun et Emilio continuèrent leur route vers le port, laissant Pascal derrière eux. Pendant ce temps, Demetrio et les soldats du palais poursuivaient leur intense bataille contre Ibelda, refusant d'abandonner. Ailleurs, Joseph cherchait dans la forêt, convaincu que Pascal était peut-être encore en vie malgré l'explosion. Finalement, Shun et Emilio arrivèrent à la structure imposante de Tiernagok. Luttant contre des vents violents, ils gravirent le sommet de la tour massive. À cet endroit, ils découvrirent un cristal gigantesque au centre de la tour, agissant comme le dispositif responsable de l'aspiration des particules voilées d'Endora. Ils tentèrent immédiatement de le détruire, mais trouvèrent le cristal presque indestructible. Heureusement, la profonde connaissance des cristaux de Shun leur donna un avantage. Il expliqua que chaque cristal avait une faiblesse unique. En frappant le cristal par le haut, il réussit à le fissurer, le faisant éclater. Alors qu'ils s'apprêtaient à célébrer leur progrès, Kazunobü apparut, déterminé à les arrêter. De retour dans l'Outre-Monde, la bataille contre le redoutable Ibelda continuait. Malgré les efforts incessants des soldats, ils échouaient à soumettre le démon. Dans un moment de désespoir, Ghidorah se laissa capturer. Profitant de l'opportunité, il déclencha une bombe, se sacrifiant pour détruire à la fois Ibelda et le règne de terreur du démon. À la tour, Shun supplia Kazunobü de stopper ses actions destructrices et de sauver Endora. Cependant, il était évident que Kazunobü était devenu consumé par son obsession du pouvoir des particules voilées. Il ne se souciait plus du bien-être d'Endora ou de ses habitants. À leur grande surprise, Kazunobü révéla une arme voilée terrifiante, 4 tentacules mécaniques sortant de son dos. En voyant cela, Emilio resta stupéfait, incapable de croire que quelqu'un de la surface puisse manier une telle arme avancée et mortelle. À ce moment-là, le sombre secret de Kazunobü fut enfin révélé. Il avait mené des expériences horribles sur le père biologique d'Emilio, Alzerm, fusionnant des parties de son corps avec le sien. Cette fusion tordue donna à Kazunobü la capacité de manier une arme voilée, lui conférant un pouvoir immense. Utilisant ses tentacules mécaniques, il lança une attaque dévastatrice sur Pharalion, envoyant le dragon s'écraser au sol. Shun et Emilio n'avaient d'autre choix que de l'affronter dans une bataille brutale. Le combat fut intense. Les 4 tentacules mécaniques de Kazunobü se déplaçaient rapidement, déviant facilement les attaques de Shun et Emilio. Malgré leurs meilleurs efforts,
il peinait à le toucher. Pendant ce temps, dans la forêt, Joseph poursuivait sa recherche désespérée de Pascal. Après des heures de recherche, il trouva Pascal coincé dans un arbre mais miraculeusement en vie. Soulagé, Joseph l'aida à descendre et soigna ses blessures. Au cours du combat, l'affrontement entre Kazunobü, Shun et Emilio continuait. Kazunobü lança un coup puissant, projetant Emilio violemment au sol. Alors que Kazunobü s'approchait pour un autre coup, Shun intervint et parvint à détruire un de ses tentacules avec une attaque précise. Malgré la perte d'un membre, Kazunobü resta d'une force écrasante et avertit Shun de se retirer. Cependant, Shun resta ferme, criant à son père d'arrêter ses actions destructrices. En réponse, Kazunobü utilisa ses tentacules restants pour attraper Shun par les bras et les jambes, le maintenant dans une prise mortelle. Il menaça de le tuer, mais Shun refusa de montrer de la peur, faisant face à la rage de son père avec une défiance inébranlable. Voyant Shun en grand danger, Emilio rassembla ses forces, se releva et chargea Kazunobü. Son épée brilla intensément alors qu'il frappait Kazunobü d'un coup puissant et décisif. L'attaque brisa les défenses de Kazunobü et le vainquit. Alors que Kazunobü tombait, le cristal massif au sommet de la tour se fissura et explosa. Finalement, toute la tour commença à s'effondrer. Au milieu du chaos, Pharalion retrouva sa capacité à voler et sauva Shun et Emilio juste à temps, les emportant en lieu sûr. Le duo retourna au palais, où ils furent accueillis par des acclamations et des soupirs de soulagement de la part de leurs amis. Le long et éprouvant conflit avait enfin pris fin. Pour célébrer leur victoire, une grande fête fut organisée au palais. Durant cet événement, Demetrio exprima sa gratitude en récompensant ses alliés avec des terrains, reconnaissant leur bravoure et leur sacrifice. Plus tard dans la nuit, Shun sortit pour respirer l'air frais, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Emilio le suivit, et les deux partagèrent un adieu sincère. En utilisant leurs cristaux, ils se préparèrent à retourner à la surface. Cependant, lorsque Shun utilisa son cristal, il se brisa, coupant ainsi sa capacité à voyager entre les mondes. N'ayant plus aucun moyen de revenir, Shun réalisa que son lien avec Endora avait été coupé à jamais. Ainsi, la morale de l'histoire est la suivante. Ne faites jamais confiance à un scientifique qui sort des tentacules mécaniques et des cristaux capables de détruire des mondes. Car il pourrait bien révéler des secrets capables de détruire des vies.